Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Le Covid est toujours présent, surtout en Chine, mais connaissez-vous les risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique ou encore aux perturbateurs endocriniens? L'épidémiologiste environnemental Rémi Slama nous éclaire sur les causes et les conditions extérieures de ces maladies. Bonsoir Rémi Slama. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France, chaire annuelle, auteur du livre Le mal du dehors, l'influence de l'environnement sur la santé. C'est aux éditions Quae. D'abord peut-être quand on pense aux facteurs extérieurs qui provoquent des maladies, forcément, le commun des mortels, il pense à la pollution de l'air. Oui, c'est un bon réflexe, mais il faut réaliser que c'est un phénomène relativement nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pollution de l'air tue 40 000 personnes chaque année en France, c'est conséquent. Mais il y a 3 siècles, l'essentiel des décès était attribuable à des maladies infectieuses, dues aux virus, aux bactéries, aux autres parasites. Donc, quelque part, c'est une nouveauté de l'ère de l'Anthropocène, cette part importante des déterminants extérieurs des maladies, tels que les facteurs physiques, chimiques ou psychosociaux. Alors, on va voir quelques chiffres. Plus de 13 millions de décès dus à des causes environnementales dans le monde, ces fameux facteurs extérieurs, dont 7 millions liés à la pollution atmosphérique. A priori, ce sont des chiffres colossaux. Alors oui, c'est très impressionnant, effectivement. C'est tout l'enjeu de l'épidémiologie environnementale que de réussir à faire cette quantification. Ça s'appuie sur des connaissances qui viennent de l'épidémiologie et de la toxicologie, dans lesquelles on teste l'effet de ces facteurs, et en combinant ça avec les études de biosurveillance qui nous renseignent sur ce qu'on a dans notre organisme et qui vient de l'extérieur, on arrive à faire ces estimations, mais qui concernent les facteurs les mieux connus, tels que les polluants atmosphériques, sur lesquels on travaille depuis les années 50 et pour lesquels on a été alerté par des épisodes de pollution visibles, comme par exemple le smog de Londres de 1952. D'autres facteurs bien connus, comme le plomb, contre lesquels nos sociétés se battent depuis des millénaires, puisque Vitruve, au temps des Romains, il y a 2000 ans, nous alertait déjà sur sa nocivité. Et donc ces estimations, elles s'appuient sur ces facteurs les mieux connus. Et il y a encore beaucoup de facteurs qui ne sont pas pris en compte dans l'équation. Donc il est possible, mais je ne veux pas trop alerter, mais il est possible que ce soit plutôt une sous-estimation, parce qu'il y a beaucoup de facteurs pour lesquels les expositions sont faibles, mais dont on a du mal à quantifier précisément l'impact chez l'humain. Comment on définit un facteur extérieur? À première vue, on a compris. Par exemple, la pollution, c'est très clair. On va parler des perturbateurs endocriniens. Comment vous le définissez? Par opposition à quoi? Aux gènes dont on a hérité, par exemple? Exactement. En gros, il y a l'inné et l'acquis. L'inné, c'est ce que on hérite de nos parents, nos gènes ou notre génome qui désigne l'ensemble de nos gènes. Avec des allèles notamment qui peuvent être porteurs de telle ou telle pathologie. Et on sait qu'ils ont un rôle. Il y a des maladies à déterminisme essentiellement génétique, comme la mucoviscidose, qui est une pathologie pulmonaire très grave, ou l'hémophilie, qui est due à une anomalie sur des facteurs de coagulation du sang. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas génétique, tout ce qui vient de l'extérieur et qu'on va appeler les facteurs environnementaux ou l'exposome, dans un terme assez récent, qui désigne l'ensemble de nos expositions, qui va inclure des facteurs physiques comme la température ou le bruit, des facteurs chimiques comme le bisphénol, les particules fines de la pollution atmosphérique, des agents psychosociaux comme le stress, des conditions de rapport professionnel. Et puis les agents infectieux, bien sûr. On vous a préparé ce schéma, alors le parabène notamment, mais pas seulement. En quoi ça joue les perturbateurs endocriniens sur notre système endocrinien? C'est quoi les conséquences au juste? Alors, les perturbateurs endocriniens, comme le nom l'indique, ce sont un ensemble de molécules qui sont capables d'affecter le fonctionnement de notre système hormonal. On les trouve où? On les trouve dans beaucoup de champs de notre environnement. Il y en a dans les cosmétiques. Vous avez cité les parabènes qui sont utilisés comme agents antimicrobiens, donc pour favoriser la conservation des crèmes. Les crèmes qu'on utilise qui restent sans moisir pendant plusieurs semaines, c'est grâce en partie aux parabènes ou au triclosan. On les retrouve dans certains médicaments, on les trouve dans des contenants alimentaires, bien qu'ils aient été, dans le cas du bisphénol A, interdits. Les grosses bonbonnes d'eau, avant, c'était du polycarbonate qui est fait à partir de Mais le consommateur, la consommatrice peut voir s'il y a des perturbateurs endocriniens, comment on les voit sur l'étiquette? Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation d'étiquetage en dehors des produits médicaux, et encore, on nous donne une formule chimique sans nous indiquer que c'est un perturbateur endocrinien
un potentiel. Donc il faut admettre que ce n'est pas simple pour les consommateurs. Il y a en France une stratégie nationale qui vise à donner plus de transparence pour qu'on puisse savoir s'il y a des perturbateurs endocriniens. Un peu comme on a un Nutri-Score qui nous renseigne sur la qualité nutritionnelle de nos aliments, l'idée pourrait être d'avoir un Toxi-Score qui nous renseignerait sur la qualité. C'est angoissant ce que vous nous dites, ça veut dire qu'en fait, si on ne peut pas savoir, est-ce qu'en face, ça voudrait dire qu'il y a aussi des lobbies qui résistent? On sait qu'il y a des batailles qui sont menées sur les pesticides, mais pour revenir notamment au bisphénol A, ça a été une lutte acharnée. Il y a des lobbies? En fait, là, on est en train de discuter de facteurs dont certains entraînent des bénéfices commerciaux, et donc c'est bien sûr une discussion ou un débat ou un affrontement selon la manière dont on voit les choses et selon les facteurs entre ceux qui les produisent, des associations de défenseurs de consommateurs, des associations de patients. Dans le cas du tabac, on sait que les producteurs de tabac ont nié pendant des décennies l'impact néfaste du tabac. C'est un facteur extérieur. Dans certains cas, ils n'étaient pas forcément au courant. Par exemple, le bisphénol A, on cherchait dans les années 30 à développer des médicaments. C'était après la découverte de l'insuline pour traiter le diabète. On s'est dit, si on réussit à synthétiser des hormones, on va peut-être réussir à aider la population. On cherchait des composés œstrogéniques qui ressemblent à l'œstrogène. Le bisphénol A avait une faible capacité œstrogénique, pas assez forte pour en faire un médicament. Il a été utilisé pour faire des matières plastiques. Et c'est des décennies plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il fuyait de ces matières plastiques dans les aliments, entraînant une exposition de la population. Le rôle des épidémiologistes dont vous faites partie. Alors la réglementation, pour ce qui concerne du continent européen, elle est européenne. Alors souvent on dit ce sont des directives qu'on nous impose, mais vous dites c'est plutôt sain parce que par exemple le bisphénol A, c'est la France qui a décidé de l'interdire. Et ensuite les autres pays de l'Union européenne ont emboîté le pas, ce qui est aujourd'hui le cas dans les 27 pays membres. À quand remonte cette étude? C'est passionnant quand on va sur la page du Collège de France. Vous revenez-vous à Hippocrate? Hippocrate, c'est vrai, il y a plus de 2000 ans, évoquait que le médecin qui arrive dans une ville doit s'intéresser au régime des vents dominants, au régime alimentaire aussi, aux activités professionnelles des patients pour bien comprendre la santé. Donc c'est une vision qui est tout à fait en phase avec celle de la santé publique. Alors moderne. Soyons positifs, espérance de vie, vous me le disiez avant cette entrevue, pour être tout à fait honnête, 25 ans avant la Révolution française, il y a quoi? Il y a 300 ans? Oui, c'est 25 ans. C'est spectaculaire. L'espérance de vie avant la Révolution française en France, en Europe, était de l'ordre de 25 ans. Elle dépasse 80 ans. Donc l'espérance de vie a été multipliée par 3. C'est comme si on avait gagné 2 vies. Et il y en a beaucoup plus de salmonelle, l'affaire Kinder, et d'Escherichia coli, l'affaire Butonique, qu'on peut en voir aujourd'hui à l'époque. Oui, les déterminants majeurs de la mortalité il y a 3 siècles, c'était les maladies infectieuses, virus, bactéries. On a réussi progressivement à s'en prémunir, essentiellement d'abord avec des mesures de prévention, développer un système d'égout, la chaîne du froid, tout ça est essentiel. Ensuite, grâce aux vaccins et grâce aux thérapies comme les antibiotiques à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et du coup, on est aujourd'hui sous le règne non plus des maladies infectieuses, mais des maladies chroniques comme les cancers, les maladies cardiovasculaires. Justement, sur les cancers, à combien estimez-vous le pourcentage à l'échelle planétaire des cancers induits par des facteurs extérieurs? C'est probablement plus de 30 à 40% des cas de cancer qui sont dus aux facteurs environnementaux au sens le plus large, en incluant alcool, tabac, alimentation. Pour certains cancers, comme le cancer du poumon, très clairement, 80% des cas sont dus au tabac, 8 à 10% dus à la pollution atmosphérique, quelques pourcents dus au radon et une petite fraction à des facteurs génétiques. Le cancer du sein, le premier cancer en Europe, c'est un cancer où il y a quelques facteurs génétiques comme le gène BRCA1, mais énormément de déterminants comportementaux et environnementaux, l'alcool, des médicaments comme les traitements qui ont été proposés aux femmes au moment de la ménopause et qui sont aujourd'hui beaucoup moins utilisés heureusement, un des premiers insecticides comme le DDT, peut-être le bisphénol A, donc beaucoup de facteurs environnementaux pour ce cancer. Il y en a un qui fait peur et dont on parle de plus en plus, c'est le PFAS, PFAS pour substance perfluoroalkylée. C'est quoi au juste et où le trouve-t-on ? Alors, c'est des agents qu'on dit tensioactifs qui sont utilisés notamment dans des revêtements anti-taches comme sur les poils. Le téflon, c'est un des premiers composés perfluorés. On les retrouve aussi sur les moquettes anti-taches qui, de manière un petit peu magique, vont les emballages dans la restauration rapide aussi, les fast-food, dit-on. Oui. Exactement, parce que ça permet de ne pas absorber les matières grasses.
Donc c'est intéressant d'un certain point de vue pour les consommateurs, mais il se trouve que ce sont des perturbateurs endocriniens, ce sont des substances avec une certaine persistance dans l'organisme et qui peuvent perturber l'axe thyroïdien probablement, qui peuvent perturber la croissance, le neurodéveloppement du fait de ces effets sur l'axe thyroïdien et sur lesquels l'Europe est en train de réfléchir pour avoir une réglementation beaucoup plus sévère. Question très pratique pour terminer. Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent après tout ce qu'on a dit ? Comment être vigilant, comment faire attention. La pollution d'air, a priori, on ne peut pas grand-chose. On peut limiter ces émissions de pollution atmosphérique en utilisant des moyens de transport peu polluants, en réfléchissant si on a un vieux poêle à bois, c'est une source de pollution très importante, en arrêtant de brûler des déchets verts. Normalement, c'est interdit, mais on le fait encore et ça pollue bien plus que de conduire avec un vieux véhicule diesel d'il y a 20 ans. On peut aussi manger plus sainement, bien sûr arrêter de consommer de l'alcool ou du tabac si c'est le cas et avoir une activité physique importante. Et pour ce qui est de la multitude des produits chimiques, il faut inciter les agences sanitaires à faire des études et à les réglementer parce qu'il y en a tellement que ce n'est pas au niveau individuel mais au niveau de ces agences qu'on peut faire quelque chose. J'y repensais, mais un invité à votre place, écologiste, qui venait du Togo, nous disait il y a quelques jours que les systèmes de réchaud de l'alimentation en Afrique tuaient plus que le paludisme et le sida réunis. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez travaillé ? Je ne pourrais pas confirmer ces éléments, bien sûr, mais c'est très nocif. Il est clair que c'est la pollution de l'air intérieur liée au système de combustion. Et les foyers ouverts qui sont souvent utilisés effectivement dans les pays du Sud sont une source de pollution pour souvent les femmes qui vont cuisiner, les enfants qui sont autour d'elles, et entraînent des maladies respiratoires, des problèmes cardiaques majeurs, effectivement. Et donc, ces pays du Sud cumulent un certain fardeau de maladies infectieuses qui ne sont pas tous contrôlées. Vous avez évoqué le paludisme, avec des facteurs environnementaux comme la pollution atmosphérique, la pollution chimique, qui est souvent bien plus élevée que dans les pays du Nord. Merci beaucoup, Rémi Slama, pour cet éclairage passionnant donc, sur ce fléau en matière de santé publique, les facteurs extérieurs qui provoquent des maladies. Merci à vous.